Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Donald Trump était à 60 Minutes, la super émission d'information du dimanche soir. Il n'avait pas poursuivi l'émission, lui, Luc? Voilà donc des gros changements à 60 Minutes. Ça avait été une entente hors cours, rappelle-toi, qui a même déboulé jusque dans l'émission de Stephen Colbert en fin de soirée. M. Colbert, on avait annoncé peu de temps après. Lui s'était défoulé en ondes après cette entrevue-là, ou après la poursuite, pardon, qu'on avait réglée avec M. Trump. Et Colbert a appris tout de suite après que finalement, il ne serait pas renouvelé. Son contrat ne serait pas reconduit à la fin de l'année. Donc, ce qui est particulier, parce que je veux revenir sur le contenu de l'entrevue, c'est quand M. Trump poursuit 60 Minutes, il poursuit en fait les producteurs parce qu'on dit qu'on avait édité ou modifié, effectué un montage d'une entrevue effectuée en compagnie de Kamala Harris et que ça aurait été fait pour avantager la démocrate, pour la mettre en valeur. Donc, on fait ça dans toutes les émissions ou à peu près, là, quand on n'enregistre pas live ou en direct, on effectue. Hein, souvent, on a une entrevue qui est beaucoup plus longue, puis on effectue le montage pour présenter à l'intérieur du format 60 Minutes. Ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est que Donald Trump a eu le droit au même traitement. Donc, on a effectué un montage aussi, et là, il y a Chuck Schumer au Sénat américain qui a dit... Je sais pas si on devrait pas déposer une poursuite, nous aussi, parce qu'il y a eu un montage entre l'entrevue. Donc, c'était de bonne guerre que les démocrates reviennent à la charge avec ça. Mais en passant, pour les passionnés ou pour ceux qui veulent aller plus loin, l'entrevue complète sans montage est disponible. Donc, je l'ai fait. Je suis allé l'entendre et c'était mieux, honnêtement, pour M. Trump qu'il y ait un montage parce que il y a eu des prises de bec hier dans ce qu'on a vu et entendu. Il y a eu des choses qui étaient imprécises. Il y a eu des choses qui étaient assez grosses, mais je pense que le pire a été coupé au montage. Et je pense que l'équipe nous a d'ailleurs préparé un extrait de ce qu'on a pu entendre hier et qui revient également dans la portion complète de l'entrevue avant montage. On regarde ça. Why did you pardon him? Okay, are you ready? I don't know who he is. I know he got a 4-month sentence or something like that, and I heard it was a Biden witch hunt. How do you address the appearance of pay for play? Well, here's the thing. I know nothing about it because I'm too busy doing the other. But I can only tell you that I know nothing about the guy other than I hear he was a victim of weaponization by government. When you say the government, you're talking about the Biden government. Il a pardonné à des gens, il a accordé un pardon à des gens, puis il a dit pourquoi, mais je sais pas. J'ai aucune idée. Et c'est important, c'est le fondateur donc d'une maison de crypto-monnaie dont on dit finalement que Donald Trump a bénéficié. Et quand on l'interroge sur ce pardon-là, c'est là où Donald Trump dit tenez-vous prêts, là. Voilà, je lâche le morceau. Je le connais même pas. Et elle revient à la charge puis il dit non, je le connais pas du tout. Je te rappelle que la semaine dernière, parfois l'actualité nous rattrape puis d'une journée à l'autre, il y a des choses qui reviennent. Le président Trump est celui, comme président américain, qui a tiré le plus de profits financiers de la présidence dans l'exercice de ses fonctions. Pour son deuxième mandat, il en est à plus d'1,8 milliard de dollars. Et c'est la raison pour laquelle elle l'interroge en disant, mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous accusent de pay for play? C'est-à-dire que il a obtenu son pardon, mais c'est parce que vous auriez obtenu des avantages financiers, ce qui reste à démontrer, ce qui reste à prouver. Mais elle dit, il y a des gens qui disent, vous accordez des pardons à ceux qui ont de l'argent à vous offrir, à ceux qui ont une contrepartie pour le président. C'est donc un conflit d'intérêts qui est majeur. Ça va contre l'esprit aussi des pardons, des grâces présidentielles. Donc, par définition, une grâce présidentielle, c'est controversé. Et un président, un peu comme le fait un roi, et ça vaut pour démocrates comme républicains, accorde un ou des grâces ou un ou des pardons présidentiels. Mais dans le cas de Donald Trump, souvent, on ne se cache même pas derrière d'autres arguments. Il fait ce qu'il fait dans plusieurs dossiers. Il prend quelque chose que d'autres présidents ont fait, mais il envoie ça ou il porte ça à des sommets inégalés. Donc, c'est là-dessus qu'elle l'interrogeait hier. Et c'était la vidéo qu'on vient de voir, ce que l'équipe nous a effectué comme montage. C'est probablement l'extrait qui a été le plus viral après l'émission en direct hier de 60 Minutes.
On sait que Biden a accordé le pardon à son propre fils. Je trouve Ouais. qu'il il devrait accorder le pardon seulement aux dindes. C'est tout, les présidents. Aux dindes, c'est lors du fameux souper. Là, mais c'est tout. Pourquoi pardonner? C'est certain que ça devient politique puis personnel. Là. Ben, tout à fait. Je me Ouais. souviens que Bill Clinton avait accordé des grâces présidentielles très controversées. Tu viens de parler de Joe Biden, c'est gros, là. C'est un membre de sa famille, puis c'est quelqu'un oui. qui avait littéralement été reconnu coupable devant les tribunaux. Donc, M. Biden avait dit, ouais, mais je crains que finalement les républicains avec Trump s'acharnent dessus, donc je veux le protéger. Et je lui accorde même une grâce. Écoute, c'était pour, on reculait, je pense, de mémoire, c'était quelque chose comme 13 ou 14 ans dans le temps pour dire, il n'y a rien de tout ça pour lequel, pendant cette période-là, il peut être accusé. Je te le disais, c'est par définition controversé. Puis au moins, quand tu parles des dindes, ben là aussi, il y avait de l'argent en jeu parce qu'à un moment donné, hein, c'était des éleveurs de dindes qui se rapprochaient de la présidence, qui mettaient le produit en valeur. Mais il y avait quelque chose d'un peu, j'allais dire bon enfant, le terme n'est pas tout à fait correct, mais avec l'action de grâce, hein, c'était un moment de rassemblement, Ben oui. puis là, c'était un geste symbolique. Obama l'avait fait en rien à quelques reprises. D'autres présidents trouvaient ça plus lourd, eux, comme tradition. Mais non, et ce qui était étonnant hier, c'était de le voir. Écoute, les ficelles sont grosses. De répéter par 2 fois. Jamais entendu parler de ce gars-là. C'est beurre, mais beurre égal, là, où tu pars avec le beurre et l'argent du beurre, dans ce cas-ci, et la crémière, comme on disait avant. Donc, c'est ce cas-là. Exactement, c'est un peu gros. Écoute, je pensais à toi parce que tu étais prof d'histoire jusqu'à tout récemment. Et là, il y a des gens qui ont écrit, tu as vu ça, on peut lire le texte sur le site du journal en disant qu'on n'enseigne pas suffisamment l'histoire du Québec aux jeunes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Écoute, j'étais content de voir, il y a plusieurs des signataires que je connais d'ailleurs, là, ce sont des collègues, d'anciens collègues. Je suis content de voir que l'Association des profs d'histoire du collégial reprenne finalement un flambeau. Ça fait des années qu'on parle de ça, l'enseignement de l'histoire du Québec. Donc, pour l'ensemble des étudiants du collégial. Il y a des collègues qui m'ont dit, ouais, mais on le fait au secondaire. Ça ne se fait pas de la même façon au secondaire. Et surtout, ce ne sont pas les mêmes attentes, les mêmes compétences qu'on demande de développer. Et c'est la dernière fois dans le parcours d'un étudiant, qu'il soit en sciences humaines ou en sciences dites pures ou naturelles, c'est la dernière fois qu'on a la chance, les historiens, puis en termes de formation générale, de mettre la main à la pâte pour leur donner des outils pour faire éventuellement des choix ou avoir une implication citoyenne qui soit plus étoffée. Donc, il y a un grand nombre d'outils. C'est un coffre à outils qu'on leur donne, en plus de certaines compétences, puis bien sûr de connaissances. Et je trouvais ça important que les collègues reviennent à la charge. C'est un projet qui avait presque vu le jour sous le gouvernement de Mme Marois. On avait ensuite placé ce dossier-là sur une tablette et là, ben, on le ramène. Et il y a beaucoup de gens qui disaient à l'époque, on sait bien, c'est Mme Marois avec Pierre Duchesne, surtout le ministre à l'époque qui avait poussé ça. Ils disaient, on sait bien, on veut faire des souverainistes. Écoute, bien malin qui pouvait dire à l'époque où j'enseignais quelles étaient mes options, mes penchants politiques, et c'est faire fi de la spécialisation qu'on a. Mon métier, ma méthode de travail, mon approche, c'était ceux d'un historien, d'une historienne, et ce qu'on veut essentiellement, c'est leur apprendre à comprendre le monde d'aujourd'hui. On a une histoire qui est fantastique, qui est extraordinaire, et surtout, un cours d'histoire comme celui-là offert à des collégiens, on ne forme pas des historiens. Hein? Je répète, on forme des citoyens. Ce serait un cours, moi, que je donnerais axé sur l'actualité presque à 100%. C'est-à-dire qu'on vit dans une société, puis on est au 21e siècle avec des défis qui sont énormes. On le voit, puis on le constate tous les jours. Est-ce qu'on se connaît comme il faut historiquement pour bien comprendre l'origine des nombreux problèmes ou encore défis qui nous attendent en 2025 et par la suite. Donc, tout ça pour dire chapeau aux collègues qui reviennent à la charge. Moi, personnellement, si jamais je peux les aider dans cette démarche-là, je l'avais fait pour le cours obligatoire en sciences humaines dans les cégeps. On s'était assis avec Mme McCann pour bien échanger sur ce dossier-là. Si jamais je peux les aider à porter le projet, contribution modeste, écoute, ça va me faire plaisir de mettre l'épaule à la roue. Quand mon fils était plus jeune, je pense à l'école élémentaire ou secondaire,
je disais, qu'est-ce que tu as appris dans ton cours d'histoire, les Iroquois, les Autochtones. OK, c'est super, c'est vrai, parce que pendant longtemps, on n'a pas suffisamment parlé de ça, puis c'est bien après ça, 2 mois plus tard, de quoi vous avez parlé, des Iroquois puis les Autochtones, je disais, donc, c'est parce qu'il y a autre chose, c'est parfait, là, c'est bien, mais on est allé, on dirait, d'un extrême à l'autre, là. Puis on a, je pense, d'ailleurs, on a vécu au primaire et au secondaire 2 ajustements dans l'enseignement de l'histoire dans les dernières années. Puis on a corrigé, je pense, j'allais dire ce défaut, cette manie-là qu'on avait pendant quelques années. Donc, et on a revu le programme, on a revu la façon de l'enseigner, puis c'est mieux fait maintenant que ce l'était avant au secondaire. Donc, je suis content qu'on ait corrigé ça, parce que moi, je les recevais. Ceux du secondaire, on les recevait, je les avais pendant 2 ans quand j'étais au cégep. Puis effectivement, on se rendait compte que, peut-être parce que plein de bonne volonté, on a voulu compenser pour un silence dans les cours d'histoire qui était beaucoup trop long. On avait comme compensé finalement en les étudiant beaucoup, mais on se rapprochait peu de la période actuelle. Ça, je pense qu'on a corrigé le tir au secondaire. On avait été très sensible à ça au ministère. Maintenant, ben écoute, qu'on amène ça dans les classes de cégep, une fois pour tous les étudiants de cégep, un cours d'histoire. Ils font de la philo, ils font de la littérature de manière obligatoire dans la formation générale. C'est certain que je prêche pour ma paroisse, là. Je suis historien de formation, puis j'ai enseigné longtemps, mais je comprends pas que des étudiants de cégep n'aient pas au moins un cours d'histoire, tous, un cours d'histoire une fois, avant qu'on les laisse aller pour la vie après. Ils vont aller sur le marché du travail à l'université, mais ils ne referont pas obligatoirement d'histoire par la suite. Je suis tout à fait d'accord. Puis après ça, ils voteront selon leur propre croyance, mais au moins avec la connaissance d'où on vient. Exactement. Mieux outillés pour analyser, critiquer et comprendre. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut. Bye, bonne fête.